La politique se base surtout pour dire, on fait croire à toute cette population caucasienne que le problème et tout ce que subit aujourd'hui leur peuple, c'est de la faute aux immigrants. On est tout le temps pointé du doigt, on est mal vu, on est persécuté à l'école, on se fait traiter de tous les noms, on est persécuté au travail, on a la paix nulle part. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé de quitter nos différents pays pour avoir un avenir meilleur. D'autres de quitter leur pays pour fuir la guerre. D'autres de quitter leur pays en espérant avoir des diplômes ou quelque chose qui va rapporter de plus à l'Afrique. Et quelle est cette cause-là encore? Les mêmes qui font croire à leur population que c'est l'immigration leur problème. On n'est pas indépendant. On est indépendant quand tu es capable de fixer le prix de ton pétrole au Nigeria. Je suis indépendante quand je suis capable de fixer le prix du coton, comme l'a fait le président Ibrahim Traoré au Burkina. Je suis indépendant quand je suis capable de fermer mes mines d'or. Je suis indépendant quand je suis capable de fixer le prix de mon cacao en Côte d'Ivoire à une valeur que j'estime qu'elle mérite. Je suis indépendant quand je ne meurs pas de faim au Yémen. Je suis indépendant quand il n'y a pas la guerre chez moi au Soudan. Je suis indépendant quand des enfants ne sont pas amenés à traiter le colbert dans des minerais au Congo. Je suis indépendant quand je veux voyager en tant que noir. Je n'ai pas besoin d'un visa pour me rendre, moi, Sénégalais, selon le colonisateur, à l'autre bout de l'Afrique du Sud. Moi, en tant que noir, quand je me déplace, je n'ai pas besoin d'avoir un visa sur tout le continent africain. Et même si je vais aux Caraïbes, je n'ai pas besoin d'un visa parce que je suis chez moi. C'est aussi ça le but de l'association L'Afrique pour un pays. Et aussi amener nos jeunes à vraiment prendre conscience que si vous ne luttez pas pour votre avenir, si vous ne vous battez pas pour votre avenir, c'est l'avenir qui va vous faire. Dans ce sens que je reste les bras croisés, ils vont prendre des décisions à ma place, ils vont m'imposer et je ne peux que subir cela. Honneur, respect, mes chers amours, que je suis dans l'allégresse, je suis dans la fébrilité, le cœur est rempli de joie de faire cette émission aujourd'hui, d'entrer chez vous. Alors, j'ai rencontré 2 jeunes femmes lors de la manif de lever camper. Donc, on se lève et on se met debout. Et j'ai rencontré des gens formidables. À Ottawa, il y a eu moins de participation, mais toutes les autres villes ont été debout. On a entendu, vous allez écouter quelques sons avant l'entretien. Vous m'entendez? Donc, restez du début jusqu'à la fin parce que vous n'allez pas regretter ça. Pour vous mettre tout simplement dans l'ambiance de ce qui s'est passé le 30 avril 2025 pour ceux et celles qui n'étaient pas là ou ceux et celles qui étaient dans leur monde et qui n'ont pas su qu'il y avait cette mouvance à l'échelle internationale en support au président Ibrahim Traoré et les peuples de l'AES. Je vais vous laisser écouter quelques sons. Commencer mes propos par les paroles sacrées de l'empereur Jean-Jacques Dessalines. Ce nègre-là qui s'est levé contre les puissances les plus fortes, les plus inhumaines et qui ont mis plusieurs générations dans l'esclavage. Dessalines avait dit: nous avons osé être libres. Osons l'être par nous-mêmes et pour nous-mêmes. À chaque fois, Haïti prend un pas, on lui a fait faire le recul de 3 pas. Mais c'est mal nous connaître. En Haïti, on dit: moi, je suis un roseau, moi, plié, je ne pas cassé. Je suis un roseau. Tu me plies, je ne casse pas. Et nécessairement et naturellement, je vais vous introduire 2 femmes merveilleuses que j'ai rencontrées. 2 sœurs, 2 femmes dynamiques, bourrées d'espoir et qui sont déterminées à voir une Afrique debout, qui est déterminée à voir tous les peuples noirs de Kama debout. Donc, nous rencontrons Evelyne et Lisange pour notre entretien d'aujourd'hui. Alors, je vous dis tous et toutes, bonne écoute et bienvenue à mes sœurs.
Alors, mes chers amours, je rencontre deux jeunes femmes magnifiques, déterminées, qui savent où elles veulent aller, qui ont un projet, un objectif pour le continent africain. Et je dirais carrément pour tous les descendants, les afro-descendants, les Africains de partout dans le monde. J'ai été vraiment émerveillée par leur personnalité et déjà par leur engagement. Parce qu'on a cette impression que les jeunes femmes maintenant prennent du temps sur les médias sociaux, shake mama, what the mama got, comme on dit. Mais on a aussi, et je crois que l'engouement qui se passe actuellement concernant la lutte pour la dignité, la souveraineté, l'équité et notre indépendance de vivre, de mourir à notre guise, eh bien, ça continue d'influencer positivement ces jeunes-là, cette jeunesse qui est debout, cette jeunesse qui ne veut plus se laisser faire, cette jeunesse qui sait que leur avenir leur appartient. Alors, c'est avec un grand plaisir que je reçois aujourd'hui deux sœurs, deux femmes dynamiques, et vous allez voir que leur implication peut réellement inspirer plus d'un ou plus d'une. Alors, comment allez-vous, mes chères sœurs? Bonjour, nous allons très bien. Je me présente. Je m'appelle Evelyne Oulenon et je suis la secrétaire de l'association L'Afrique pour un pays. Et juste à côté, j'ai ma consoeur concitoyenne africaine qui va se présenter. Bonjour, moi c'est Lisange Oulenon. Je suis la comptable de l'association L'Afrique pour un pays. Alors, un plaisir, comme j'ai eu à le dire, un plaisir de vous avoir les deux avec moi. J'étais d'autant plus très heureuse de faire cette interview, sachant que vous êtes aussi sœurs, vous n'êtes pas que collègues. Et ça m'a ramené à mon enfance parce que j'ai ma grande sœur aussi, Michel, qui maintenant se cache. On voit plus dans les luttes, mais qui était quand même une fille très dynamique, qui sortait, passait des tracts, comme on dit, des communications pour des jeunesses qui allaient dans des manifestations à son école, mais que la vie maintenant a décidé de contourner en fait. Mais elle reste avec un idéal comme quoi qu'on peut faire les choses ensemble. Alors, vous êtes deux sœurs, vous êtes collègues, vous êtes aussi co-créatrices, je crois, de cet organisme-là, l'Afrique pour un pays. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui était dans votre entourage qui vous a inspiré à faire ce choix de militantisme? Parfait. Donc, pour commencer, merci de le souligner que nous sommes deux sœurs. Mais derrière ce monde-là, je vais commencer par le début. Nous sommes 14 femmes reparties sur différents pays d'Afrique, en Europe, au Canada. Nous sommes 14 femmes totalisant les membres du bureau de notre association. Et nous, en tant que femmes, en tant que vaillantes femmes africaines, on était à un point où on s'est dit, c'en est de trop. Si vous avez remarqué dans ces derniers temps, suite aux campagnes politiques, sociopolitiques qu'on a partout dans le monde entier, vous allez remarquer que c'est vraiment plus l'accent sur l'immigration. Et nous sommes des filles, nous sommes des enfants issus d'immigration dans leur pays. La politique se base surtout pour dire, on fait croire à toute cette population caucasienne que le problème et tout ce que subit aujourd'hui leur peuple, c'est de la faute aux immigrants. On est tout le temps pointé du doigt, on est mal vu, on est persécuté à l'école, on se fait traiter de tous les noms, on est persécuté au travail, on n'a la paix nulle part. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé de quitter nos différents pays pour avoir un avenir meilleur. D'autres, de quitter leur pays pour fuir la guerre. D'autres, de quitter leur pays en espérant avoir des diplômes ou quelque chose qui va rapporter de plus à l'Afrique. Et quelle est cette cause-là encore? Les mêmes qui font croire à leur population que c'est l'immigration leur problème. Ces mêmes-là qui vont piller l'Afrique via des sociétés comme Barry Gold qui exploitent l'or illégalement dans quasiment tous les pays africains. Des sociétés comme Apple qui sont en pleine utilisation du colbas du Congo qui détient un quart du colbas mondial. Ce qui sert à fabriquer nos téléphones. Aujourd'hui, si on a cette interview, cet ordinateur, cette caméra, les panneaux publicitaires, c'est grâce à ce métaux précieux-là. Et il faut qu'ils mènent la guerre, il faut qu'ils nous mènent la vie dure pour qu'eux, ils puissent l'avoir gratuitement. Pour que ces zones-là soient déclarées zones de guerre, pour qu'ils aient accès à ça. Et nous, face à tout ça, face à cette injustice, on s'est dit, mais ce n'est pas possible. C'est nous les victimes, c'est leur gouvernement qui crée cette excusez-moi du thème, cette cacophonie, et c'est nous, pauvres
femmes immigrantes, enfants immigrants, nos jeunes frères qui prenaient les pots cassés. Et là, on s'est dit non, il y a quelque chose qui doit changer et il y a quelque chose qui va changer. Si les gens dans le temps n'ont pas eu cette opportunité-là, il y avait une chose sûre qui leur manquait, le moyen de communication. De nos jours, nous le possédons. Nous, jeunesse africaine, nous possédons ce moyen de communication. Nous sommes une communauté très écoutée, que ce soit la communauté noire. Et quand je dis africaine, je parle de tout descendant, toute personne de couleur noire. Nous sommes une communauté très écoutée. La preuve, si vous regardez tout ce qui est divertissement d'une personne de couleur, c'est la musique la plus écoutée, la plus streamée au monde. C'est les personnes les plus suivies. Mais quand il s'agit de suivre, quand on subit comme maltraitance, on n'est plus suivi. Ça désintéresse tout le monde. Ça dit, oh, mais ce sont vos problèmes, réglez-les. Mais qui nous impose ces présidents? Qui nous impose ces vieux corrompus jusqu'à la moelle épinière? J'adore ça. Qui nous demandent de nous débarrasser d'eux. Et ils les imposent comment? Avec des armes à feu. Qu'on le veuille ou pas, on doit le subir. Et après ça, ils disent à leur population, c'est eux le problème. C'est eux qui viennent voler vos richesses. C'est eux qui viennent voler votre éducation. Si vous manquez de logement, c'est de leur faute. S'il ne neige pas, c'est de leur faute. Si le soleil frappe, c'est de leur faute. Et c'est nous qui devons prendre tous ces pots cassés. Aujourd'hui, on veut faire croire que la place de la femme noire se limite seulement qu'à ces petites affaires, mais je vous dirai non. Quand en 1940, elle luttait pour obtenir le droit de vote, en 1929, Bala Camara était déjà reine en Guinée. Laïla Fatmatou Onsou en Algérie en 1830. La femme africaine a toujours obtenu une place très importante dans la société. Aujourd'hui, ils nous ont imposé cette situation, ce type de politique et de société patriarcale, rejetée et reléguée au dernier plan. Je vais m'arrêter là, mais voici tous ces facteurs-là qui nous motivent et qui vont nous motiver et qui nous ont motivés à mettre sur pied cette association. Nous avons commencé nos premières réunions en 2023. En 2024, nous prenons l'avion, nous partons dans différents pays d'Afrique. Nous sommes refusés. Revenons, on rebouche chemin. Pas grave, on s'assoit, on réfléchit encore. On fait une demande pour visa pour le Burkina. Oh mon Dieu, ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, il ne faut pas qu'on se mente. Si je vous dis comment on a obtenu le visa, c'est un miracle. Et je ne vais même pas rentrer dans les détails parce que c'est un miracle. Quand tu vas pour quelque chose de positif, tout s'ouvre devant toi. Peu importe ton bord de religion, peu importe sur quoi tu crois, mais quand tu es dans la vérité, les portes s'ouvrent. Et nous obtenons le visa. Et ça, j'ai coulé une larme. J'ai dit, aujourd'hui, moi, fille d'immigrant, je me retrouve à devoir demander un visa pour rentrer dans un pays africain. Pourquoi? Parce que je n'ai plus de nationalité africaine. Parce que je me retrouve avec ce visa qui nous impose et qui nous ont imposé. Parce qu'ils ont détruit chez nous. Et nous prenons le visa, nous partons. Le Burkina a dit, venez, nous acceptons votre association. Et c'est comme ça qu'on va prendre un avocat, Bobo Dioulasso, et mettre sur pied cette association qui est passée devant toutes les juridictions et les instances de justice du pays qui ont été autorisées. Et d'où vous nous voyez aujourd'hui pour cette association, l'Afrique pour un pays. L'Afrique pour un pays. Alors, je vais demander à ta sœur, Lisange, de nous dire quels sont les objectifs et la vision. Là, on comprend un peu la vision, mais l'objectif là, de cette organisation pour la lutte de la dignité et de la souveraineté des peuples noirs à travers le monde. Ok, bonjour à tous. Comme ma sœur a si bien dit, en fait, l'association L'Afrique pour un pays a pour but d'unifier tous les peuples noirs sous une seule bannière, détruire les barrières physiologiques qu'on nous imposait comme frontières, détruire ces choses qu'on dit, oh, toi, tu es du Niger, toi, tu es de la Côte d'Ivoire, toi, tu es du Bénin, toi, tu es du Kenya. Non, nous sommes tous africains. Nous sommes un seul peuple noir. Il n'y a pas de Caribéens, il n'y a pas de Haïtiens. Nous sommes tous noirs. Et donc, c'est en premier lieu ça. Et aussi, nous voulons aussi que la communauté noire puisse retrouver sa vraie identité, son indépendance réelle, une indépendance où elle est libre de faire des échanges commerciaux sans avoir un fusil en arrière de la tête, sans avoir à se dicter ce qu'elle doit faire par ces impérialistes. Et nous voulons aussi des présidents capables de diriger le peuple, non pas avec une main de fer, mais de voir la souffrance du peuple, de mettre la plaie là où il faut, de savoir la soigner, de savoir guérir cette plaie-là, et non pas d'être ce joug-là ou cet imposteur qui va venir
pour piller les ressources du continent en faveur des autres impérialistes. Donc, c'est aussi ça. Et entre autres, amener les Africains à être unis contre le colonisateur, parce qu'on nous a fait croire qu'au fil des années, nous avons acquis notre indépendance et c'est même dommage. On se retrouve à les fêter par moments. On n'est pas indépendant. On est indépendant quand tu es capable de fixer le prix de ton pétrole au Nigeria. Je suis indépendante quand je suis capable de fixer le prix du coton, comme l'a fait le président Ibrahim Traoré au Burkina. Je suis indépendant quand je suis capable de fermer mes mines d'or. Je suis indépendant quand je suis capable de fixer le prix de mon cacao en Côte d'Ivoire à une valeur que j'estime qu'elle mérite. Je suis indépendant quand je ne meurs pas de faim au Yémen. Je suis indépendant quand il n'y a pas la guerre chez moi au Soudan. Je suis indépendant quand des enfants ne sont pas amenés à traiter le colbert dans des minerais au Congo. Je suis indépendant quand je veux voyager en tant que noir. Je n'ai pas besoin d'un visa pour me rendre, moi, Sénégalais, selon le colonisateur, à l'autre bout de l'Afrique du Sud. Moi, en tant que noir, quand je me déplace, je n'ai pas besoin d'avoir un visa sur tout le continent africain. Et même si je vais aux Caraïbes, je n'ai pas besoin d'un visa parce que je suis chez moi. C'est aussi ça le but de l'association L'Afrique pour un pays. Et aussi amener nos jeunes à vraiment prendre conscience que si vous ne luttez pas pour votre avenir, si vous ne vous battez pas pour votre avenir, c'est l'avenir qui va vous faire. Dans ce sens que je reste les bras croisés, ils vont prendre des décisions à ma place, ils vont m'imposer et je ne peux que subir cela. La politique se base surtout pour dire, on fait croire à toute cette population caucasienne que le problème et tout ce que subit aujourd'hui leur peuple, c'est de la faute aux immigrants. On est tout le temps pointé du doigt, on est mal vu, on est persécuté à l'école, on se fait traiter de tous les noms, on est persécuté au travail, on n'a la paix nulle part. Et pourquoi? Parce qu'on a décidé de quitter nos différents pays pour avoir un avenir meilleur. D'autres de quitter leur pays pour fuir la guerre. D'autres de quitter leur pays en espérant avoir des diplômes ou quelque chose qui va rapporter de plus à l'Afrique. Et quelle est cette cause-là encore? Les mêmes qui font croire à leur population que c'est l'immigration leur problème. Et le plus triste dans cela, c'est ce qui s'est passé récemment avec George Floyd et toute cette communauté noire. Ça a pris Rosa Parks pour dire « je vais pas me lever, tu vas rester debout » pour qu'aujourd'hui on en soit là. Ça a pris des Amazones pour se battre et ça a pris un traître pour mettre fin à cette guerre. Et nous ne voulons plus de ça. Nous ne voulons plus que le sang des Noirs coule. Ce que nous voulons, c'est ça, c'est être libre physiquement, financièrement et mentalement. C'est aussi ça notre but. Alors, on va enchaîner. C'est très important. J'espère qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vous écouteront parce que ce sont des messages qu'on a envie et qu'on a besoin d'entendre plus souvent maintenant. Parce qu'il y a ce désir-là de se démarquer et je crois qu'on est en plein de ce paradigme-là. Alors, quel est, selon vous, ce qui a permis à la jeunesse africaine de se mettre debout? Quelle stratégie, quel élément déclencheur réellement, selon vous, qui a permis cet éveil au sein de la jeunesse africaine? Le racisme. Le racisme. Il n'y a pas plus grand mal que le racisme. C'est triste. On n'a rien contre la population caucasienne, mais c'est triste que de savoir qu'il y a eu des mariages et de ces unions sont nés aussi des enfants mixtes. Mais même à cela, ça n'a pas suffi pour éradiquer ce mal-là. Et c'est aussi triste de voir que des dirigeants de pays se mettent debout devant leur écran et incitent de manière volontaire la population à haïr une autre population juste à cause de sa couleur de peau. C'est quand même triste. On nous traite comme si on n'était pas des humains. Pire même qu'un chien a plus de valeur que toi, un noir. Peu importe où tu te trouves. On nous assassine. Quand nos parents disent « allez-y étudier, ramenez-nous les diplômes pour bâtir l'Afrique », on se fait assassiner de part et d'autre. On se fait frapper. On se fait maltraiter. On n'a pas le droit de conduire une Lamborghini récente parce qu'on est noir. Tu te feras contrôler. J'ai arrêté de compter le nombre de fois que la police va t'intercepter. Ça compte plus. Ta couleur dit ce que tu es. C'est faux. C'est pas vrai. On est tous des humains. On mérite le respect. Donc, c'est le racisme. Et on en avait marre. On en avait marre de voir nos populations mourir.
On en avait marre de voir nos frères aller mourir dans les eaux, juste à la quête d'un avenir meilleur. On dit que on est le continent le plus riche, mais avec la population la plus pauvre, la population la plus maltraitée, la population qui a subi l'esclavage et qui a été le plus déportée. Fait qu'il faut vraiment que ça change. Exactement. Alors, on a eu quand même droit hier à un moment de fébrilité, un moment de joie et détermination. Alors, qu'avez-vous ressenti? Que pensez-vous même pas de ce général-là, parce qu'on sait que c'est pas lui, il n'a pas le pouvoir réellement. Donc, on l'utilise comme un pantin, comme ils ont toujours eu à le faire avec certains imbéciles que nous avons malheureusement dans nos rangs. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand ce monsieur-là s'est rendu en Côte d'Ivoire pour sortir ses conneries par rapport à IB? Quelle a été votre réaction par rapport à ça? Et nous avons ressenti encore une fois de plus la douleur du fouet dans le dos que nos ancêtres ont ressenti pendant la traite négrière. C'est cette douleur-là que nous avons ressentie. La douleur du dégoût de voir des esclaves de maison en 2025, que ce soit en passant par ce général et tous ceux qui le reçoivent. Le combat, comment comptez-vous continuer ce combat-là? D'abord, un combat ne se fait jamais seul. 10 000 voix est mieux que 2 voix. Le combat premier, c'est d'emmener nos sœurs africaines, nos sœurs descendantes africaines, nos vaillantes femmes noires, vaillantes femmes des îles Caraïbes, vaillantes femmes de l'Haïti, vaillantes femmes noires qui s'identifient dans cette lutte noble pour la libération de tous nos pays. Peu importe où notre pays se trouve, qu'il soit sur le continent africain ou en dehors du continent africain, nous toutes souffrons. Il n'y a pas une mère noire qui va lever la main pour dire que mon enfant vit la meilleure vie qu'il mérite. Et même s'il vit cette meilleure vie qu'il mérite, qu'il a le privilège d'être privilégié, comment se sent-il quand il regarde les siens qui sont descendus bas que terre? C'est l'émotion tellement que je suis émue. Pour dire que nous appelons toutes femmes noires qui s'identifient à cette cause de rejoindre notre combat, l'Afrique pour un pays, afin que nous valorisions ce que nous revient de droit. Nous arrachons à ces gens-là et tous ces présidents corrompus aux têtes de nos pays ce qui nous revient de droit. Deuxièmement, nous n'allons pas nous gêner. En tant que femmes africaines, s'il le faut, d'envahir, je pèse bien mes mots, d'envahir les différentes places où l'intégrité de toute personne, de tout fils ou digne fille est menacée pour la cause qui défend son peuple, qui défend le peuple noir. Nous allons leur demander et nous allons montrer aux yeux du monde entier jusqu'à où la démocratie peut s'arrêter. S'ils seront en mesure de tirer sur des femmes à main nue qui n'ont pas d'âme, mais qui sont là pour défendre leurs fils et leurs frères, nous n'avons pas peur d'être sur le terrain. J'ai compris que justement, les discours se ressemblaient parce que les mêmes mots revenaient, les mêmes émotions revenaient aussi. C'est de dire qu'on est prêt. Moi, j'ai écouté une TikTokeuse qui dit, moi, je suis prête pour aller m'inscrire dans un corps militaire pour faire face à ça. Est-ce que ça veut dire que l'esprit des Amazones, des mignons là, sont debout? Elles sont réveillées. Elles sont réveillées. Elles sont debout. Elles sont arrêtées avec la lance. Elles attendent le mot d'ordre. Exactement, c'est ce que je dis. Écoute, tu as parlé et cette unité-là, c'est une unité que beaucoup d'entre nous, les afro-descendants et descendantes, attendent et aiment entendre des sœurs et des frères qui sont du continent, qui ont la chance de continuer de vivre sur le continent. Que vous savez qu'Haïti vit un moment très difficile. Quels seraient pour vous les propos que vous transcriveriez aux jeunes Haïtiens qui sont déboussolés? Parce que trop longtemps, on est là à se battre et on a l'impression qu'il n'y a rien qui va se faire. Par rapport à tout ce que vous voyez maintenant qui se passe sur le continent, quel serait le conseil ou le message à envoyer à ces jeunes-là? Il y a un plat national en Haïti qu'on aime bien. C'est pas le riz djon-djon. C'est ce ragoût-là qu'on aime faire lors de cette célébration. Je vais leur demander de s'unir comme ce ragoût-là. Il est bon quand tu vas le mettre dans ta bouche et de penser à cette saveur-là pour le futur. La lutte ne peut pas être facile parce que quand tu te bats pour une cause qui est noble, tu vas être toujours attaqué, toujours combattu. Je vais aussi leur demander de s'unir parce que l'union fait la force. Quand le
le mur est fissuré, les fourmis rentrent, la salamandre passe, le serpent arrive en dernier. Mais quand le mur n'est pas fissuré, il n'y a pas de fourmis, il n'y a pas de salamandre, il n'y a pas de serpent. Je vais leur demander de ne pas baisser, Effectivement. de s'aimer plus, de s'entretenir entre eux, de ne pas non plus s'en prendre à la population, parce que cette population-là aussi souffre comme eux. Elle a des douleurs comme eux, de s'entendre et de se battre pour leur indépendance. Et je sais qu'à la fin de ce combat-là, ils vont l'obtenir. Et nous sommes avec eux. Et je profite de cette chaîne pour inviter tous les afro-descendants, je dis bien tous les afro-descendants, à adhérer à cette cause parce que c'est une cause noble. C'est un combat noble et nous le méritons, cette liberté. Et nous avons droit à cette liberté. Voici ce que je peux dire à tous nos frères de l'Haïti, à tous nos frères de la Jamaïque, à tous nos frères des îles, de la Réunion à la Caraïbe et toutes ces autres îles en passant. Merci, ma chère. Je ne sais pas si Evelyne veut ajouter quelque chose. Non. Elle a déjà quasiment tout dit. Elle a donné de très beaux proverbes, honnêtement. On ne peut pas dire mieux. Je sais que le peuple haïtien, la jeunesse haïtienne, ce n'est pas des gens qui ont peur. Ils n'ont pas froid aux yeux. Et ça, pour ça, je vous acclame. Je vous acclame. À cela, ajoutez l'union. Il y a une question absolument que je veux vous poser avant de nous séparer. Il y a certaines personnes qui disent qu'il faut éviter de faire le culte de personnalité. Que Ibrahim, oui, tout le monde l'acclame, tout le monde le grandit. C'est bien, mais c'est un être humain. Est-ce que c'est la cause ou l'individu qui vous façonne toujours ou qui vous inspire pour continuer cette lutte-là? La cause. Pour être honnête, je peux être honnête? Oui, les deux. Les deux. J'adore ça. Oui, pour être honnête. La cause, premièrement, et deuxièmement, l'individu. Quel jeune qui va monter au pouvoir et qui ne va pas vouloir penser à rattraper toutes ces années de galère, de mettre toute sa famille dans des postes? C'est ce qu'on assiste en Afrique. Le père est président, la femme est vice-présidente s'il le faut, les enfants sont ministres, les petits-enfants sont députés, les arrière-petits-enfants sont maires. Ce n'a pas été le cas de ce monsieur-là. Il a pensé à sa population d'abord avant de penser à lui-même. Et ça, rien que ça, pour un jeune de son âge, c'est à applaudir. C'est un acte louable. Tu as tout dit. Et effectivement, la cause passe avant tout. Et j'aime bien le fait de voir que beaucoup d'Africains qui supportent notre chair et qu'on espère que le Tout-Puissant et les ancêtres vont continuer d'inspirer et de le mettre en toute sécurité, de le protéger, qui continuent de faire ce travail-là, mais que nous autres aussi, nous continuons de leur dire, écoute là, il faut pas oublier ce que tu disais, il faut pas oublier ta vision, il faut pas oublier l'objectif, parce qu'on sait humainement parlant, les gens des fois montent avec de réelles tensions. Des fois, à un certain moment, vont bifurquer sans même comprendre ce qui se passe. Du entourage pervertit l'individu. Effectivement. C'est pour ça que j'ai aimé le que tu as dit, qui porte bien sa mission. Mais il y a aussi la cause, et surtout la cause qui doit toujours être mise en avant-scène. Alors, mes chers, j'aurais pu vous garder toute la soirée en entrevue. J'espère qu'on va se revoir, qu'on va se reconnecter parce que je crois que cette lutte et que la jeunesse entretient pour rester, non pas seulement avoir la tête au-dessous de l'eau, mais tout le corps, parce qu'à un certain moment, c'est tout le corps qui doit être dégagé. On va continuer de se parler, de discuter. Surtout que je veux absolument, et c'est pas anodin, d'entretenir des jeunes femmes qui font ce travail-là. Parce que on les voit très peu. Et on a tendance et on a l'impression que tout ce qu'elles font, c'est la fête, secouer le popotin et puis c'est pas mal. Vous avez démontré le contraire. Alors sur ce, quels seraient vos propos de sagesse pour la continuité de la lutte et pour l'obtention d'une souveraineté totale et capitale? Si vous me permettez, je vais lire notre slogan pour terminer parce qu'il résume tout ça. On va terminer par ça. Ça sera pas long. Je vais juste aller le prendre. Tu es prêt pour qu'on fasse le slogan? OK.
Fait que, vas-y, tu dis la partie. Désormais, L'Afrique ne doit plus être des pays, mais l'Afrique doit être un seul pays. c'est pour cela, L'Afrique doit avoir une seule langue, une seule pensée, une seule réflexion, une seule direction et une seule idée. Voici nos conseils pour terminer. Nous vous remercions de nous avoir accueillis sur votre panel. C'est vraiment aimable de votre part de donner de la visibilité aux jeunes que nous sommes. Et merci à vos abonnés qui vont suivre la vidéo. Merci à cette grande dame qui a vraiment un grand cœur, qui se présente devant vous, toute belle, rayonnante dans son magnifique boubou, qui nous a donné cette opportunité de nous faire connaître sur son panel. Et vraiment, nous vous remercions pour l'interview. merci. Merci. Merci à vous. Merci pour votre implication. Merci pour votre honnêteté parce qu'on le sent, on le vit à travers vos propos. Moi, j'ai été vraiment ébahie de vous voir là debout avec le drapeau, de rester comme des vraies guerrières qu'on a connues. Et j'espère que le Tout-Puissant Imana ainsi que les ancêtres vont continuer de vous garder, soutenir et vous donner la force nécessaire pour continuer ce combat. Comme vous l'avez déjà dit, c'est pas un combat facile. Parce que lorsqu'on veut faire du bien, c'est toujours plus difficile. Mais lorsqu'on veut casser, c'est toujours plus facile. Force à vous, force à la lutte et on va y arriver et j'en suis convaincue. Merci d'avoir été là, mes chers amours. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà. Alors, merci mes chers amours d'avoir été là. Merci d'avoir suivi cet entretien du début jusqu'à la fin. Vous avez vu, la dynamique est déjà établie. Nos jeunes sont debout. La jeunesse est prête. Donc, il fallait tout simplement avoir un déclencheur. Le déclencheur a pris du temps à se faire parce que on nous a mis tellement de saleté dans cet esprit-là. Sortir tout ça, tous ces détritus de notre cerveau pour reprendre notre dignité et surtout notre identité n'est pas chose facile, mais on est sur la bonne route. Alors, merci d'avoir été là. Je vous dis tous, Kembe Djam. Bisous, beaucoup d'amour et à la prochaine émission. L'indépendance, la souveraineté, la justice, l'équité, la dignité. Oui, on est capable. Ciao. Yes.